Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Ça fait un petit moment déjà que je vous ai promis une comparaison assez alléchante entre les deux Wild que j'ai à ma disposition pour cette année 2026. Alors d'un côté, le Wild M10 standard, déjà assez cher, 8 500 €. Et puis j'ai la chance d'avoir aussi un Wild M10 mais optionné avec deux options principales assez intéressantes. D'abord le moteur, et oui, on peut avoir le moteur Race, le CX Performance R sur ce Wild M10, et puis aussi les suspensions que j'ai upgradées, que j'ai optionnées en choisissant non plus les performances de chez Fox que j'ai sur ce Wild standard, stock on va dire, mais j'ai choisi les Factory, la fourche 38 Factory Kashima, ainsi que le Float X2 Kashima également sur ce Wild un peu optionné, et on monte quand même à un tarif presque indécent de 9 700 €. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 1200 € d'options supplémentaires sur un vélo qui somme toute est déjà formidable? Vous savez que je suis un amoureux des Wild, j'ai eu le 2024, le 2025 que vous retrouverez en essai sur la chaîne. Le 2026 ne déroge pas, je l'ai également essayé. Mais est-ce que ça vaut le coup de mettre 1200 € de plus pour avoir ces petits atouts supplémentaires? Et bien c'est ce qu'on va voir immédiatement dans ce test. Alors si on fait le tour un petit peu du reste des vélos, on a quelque chose d'extrêmement semblable, bien sûr. On a deux cadres en carbone avec les géométries totalement identiques. On est pratiquement sur l'intégralité du groupe XT de chez Shimano qui fonctionne parfaitement bien depuis des années, pas de surprise. Les petites nouveautés 2026, j'en ai parlé lors de l'essai du Wild, eh bien on a le nouveau freinage XT qui est encore plus performant et encore plus agréable. Si, c'est encore possible. Pour les roues, on reste fidèle à DT Suisse avec les H1900. Ce sont des roues en alu. J'ai d'ailleurs une petite préférence pour l'alu par rapport au carbone en mode enduro. Je trouve ça un tout petit peu plus fiable. Même si on perd un tout petit peu en vivacité, on gagne souvent en confort. Les pneus, ce sont les Maxxis, les Assegai à l'avant et le mignon DHR2 à l'arrière. 2.5 en largeur à l'avant, 2.4 à l'arrière. Les deux batteries sont identiques, on est sur du 750 Wh, ce qui procure déjà une très bonne autonomie. On verra les chiffres un petit peu plus tard dans la vidéo. On peut aussi rajouter un extender, une batterie additionnelle de 250 Wh, ce qui monte à 1000 Wh, 1 kWh. Vous voyez, ça fait quand même pas mal, de quoi faire de longues randonnées et de disposer ainsi d'une autonomie de plusieurs dizaines de kilomètres. On peut, je pense, assez facilement dépasser les 100 km lorsqu'on est dans des modes d'assistance pas trop énergivores. Les deux vélos ont eu la dernière mise à jour, cette fameuse mise à jour de 750 watts en puissance crête. Alors j'ai fait une vidéo là aussi qui explique un petit peu comment on peut monter sur des puissances aussi importantes de 750 watts alors que normalement on ne devrait pas dépasser 250 watts en puissance d'après la législation. Vous verrez que entre une puissance maximum continue et une puissance crête, il y a quelques petites différences. J'explique tout ça dans ma vidéo sur cette mise à jour. Et ces 750 watts en puissance maxi s'accompagnent d'un nouveau couple moteur maximum lui aussi de 100 Nm. Croyez-moi, ça fait vraiment beaucoup. C'est même presque trop à certains moments. En tout cas, il faut être un petit peu prudent lorsqu'on est dans les modes les plus puissants, en particulier le mode turbo, où là, le vélo a tendance un petit peu à aller presque tout seul, tout droit dans des virages un peu serrés, surtout avec la nouvelle fonction que l'on a maintenant sur ces deux vélos qui permet d'avoir une aide du moteur qui continue après le pédalage, paramétrable heureusement, de l'ordre de 1 à 3 secondes. C'est quand même quelque chose de sympa lorsque vous passez des petites racines et que vous avez besoin de tout votre équilibre et de ne plus pédaler pour passer l'obstacle. Donc ce qui est notable, c'est que là je vais arrêter de pédaler et hop, je franchis l'obstacle. Par contre, c'est sûr que dans un virage très serré, une épingle, dans un single un peu étroit, en descente et en montagne, il faut être un petit peu plus prudent. Allez, je crois que j'ai tout dit, il est vraiment temps de monter sur le Wild et d'aller vérifier tout ça ensemble. On peut complètement personnaliser ces modes d'assistance. Donc pour le mode économique, moi je suis quelqu'un d'assez sportif et j'ai donc choisi 40 Nm de couple et 400 watts maxi. Ensuite dans le mode Tour Plus, je passe à 55
Nm et 500 watts. EMTB, qui est un peu le mode automatique, on va dire, de ce vélo. Là, je suis déjà sur quelque chose de plus conséquent, avec 75 Nm de couple et 650 watts. Le mode turbo, bah là, c'est la patate totale, avec 750 watts maxi et 100 Nm de couple. Alors, au niveau du moteur, je pense sincèrement que si j'avais une seule option à choisir, ça serait celle-ci. C'était choisir le Performance CX-R pour à la fois son dynamisme. Vraiment, il a un caractère très enjoué, un petit peu plus dynamique encore que la ligne Performance CX normale. Et ça, moi, j'apprécie beaucoup. Alors certes, en mode éco, il n'y a aucune différence, hein, bien sûr. Mais en mode turbo ou race, encore plus, voire même en EMTB, on a l'impression que le CX-R réagit encore plus vite lorsque vous appuyez fort sur les pédales. Alors Dan, tu viens d'essayer les deux wide, hein, avec en particulier le test du mode turbo sur le wide standard et le mode race sur le CX-R. Est-ce que tu as senti une différence entre les deux vélos? Alors, avec le mode turbo, j'ai trouvé un petit peu moins d'efficacité que sur le mode race. Mais bon, après, j'ai trouvé que c'était largement suffisant et plus efficace que ce que j'avais déjà testé précédemment sur d'autres vélos, où j'avais beaucoup plus de mal à faire cette grimpette-là. Oui, c'est vrai que là, si on regarde un petit peu la montée qui est derrière nous, on a facilement du, je dirais, 12-14%. Et là, tu es monté très très facilement. Ah oui, sans effort. Et je voulais dire aussi que sur ce vélo-là, le mode MTB était déjà bien suffisant et le passage en mode turbo était par contre très, très souple, on le sent à peine. On se dit, oh, mais c'est un peu plus souple, c'est un peu plus facile à monter, mais il n'y a pas de choc justement. C'est absolument pas indispensable ce upgrade en CX-R, mais ça apporte une petite touche de fun supplémentaire, mais aussi d'efficacité pour ceux qui souhaiteraient faire des chronos en spécial en enduro. Ben, ce moteur est fait pour et vous permettra de gagner quelques dixièmes ou quelques secondes. C'est d'ailleurs un élément qui pourrait me pousser à vous conseiller le modèle 2026, puisque il n'y a que depuis cette année que l'on a cette option possible de ce moteur de course sur le Wide M10. Alors pour analyser plus précisément les capacités de ce CX-R, j'ai été refaire deux segments que je fais très souvent, la montée de Verneuil et la montée de Maisonneuve. Ce sont deux montées assez exigeantes qui avoisinent les 10% avec des passages à presque 20% sur les moments les plus compliqués. Alors on va aller sur la première, la montée de Verneuil. Alors je vais vous afficher l'ensemble de mes données. Donc vous voyez que je l'ai réalisé vraiment de très nombreuses fois, hein. C'est un peu mes montées repères que je fais pratiquement à chaque fois que je fais une analyse de vélo. Et bien là, ça n'a pas manqué. Le com et le record que j'ai sur cette montée, en 3 minutes 33, je l'ai réalisé avec le CX-R. Et si je regarde un petit peu d'autres performances que j'ai faites avec le moteur CX Performance normal, je suis en 4.07 avec le vélo Wide 2025 et avec le supérieur qui avait également ce même moteur, je suis en 4.05, donc très proche avec des conditions assez identiques. Et dans la deuxième montée, la montée de Maisonneuve, eh bien on va avoir le même résultat complètement, c'est vraiment pas un hasard. Une fois de plus, le com et mon record, eh bien c'est avec le CX-R en 4.35 et là encore là, avec le CX Performance normal, vous voyez je suis en 5.16, avec le supérieur 5.46. Avouez que ça fait quand même de gros écarts, hein, avec des chronos qui sont vraiment impressionnants. J'étais surpris moi de l'efficacité de ce CX-R avec des montées ascensionnelles qui sont quand même vraiment très très fortes. Vous voyez qu'on est quand même sur un vélo
de spécialistes pour faire du chrono, pour faire de l'enduro, pour marquer les esprits et pour aussi vous faire plaisir, parce que croyez-moi, c'est vraiment assez jouissif de pouvoir profiter d'un moteur comme le CXR. Alors au niveau de la consommation et de l'autonomie, c'est vraiment le mode d'assistance retenu qui va déterminer véritablement la distance et le dénivelé que vous allez pouvoir parcourir. Pour préciser un petit peu les choses, en mode économique, paramétré comme je vous l'ai déjà montré à 40 Nm et 400 watts de puissance max, vous allez pouvoir parcourir assez facilement 3000 mètres de D+, et une distance qui va être comprise entre 60 et 100 km. En tour ou en tour plus, si vous le laissez à 55 Nm et 500 watts de puissance maxi, vous serez assez proche en fin de compte de la consommation du mode économique avec une assistance un petit peu supérieure. En EMTB+, avec 75 Nm de couple et 625 ou 650 watts de puissance max, là, on consomme nettement plus, on va réduire d'environ 50 à 70% les capacités d'autonomie des modes économiques et des modes Tour Plus, et on va avoir par contre une assistance qui va être beaucoup supérieure aux deux modes précédents. Et enfin, le mode turbo ou le mode race, les deux modes supérieurs d'assistance, là consomment un peu plus que 2 fois plus que le mode économique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire entre 1300 et 1500 mètres de D+, et environ 40 à 50 km de distance. Il n'y a qu'assez peu de différence en fin de compte entre les deux moteurs, si ce n'est qu'en mode race, on va encore un petit peu plus loin en vitesse et on consomme encore un tout petit peu plus, de l'ordre de quelques pourcents. C'est assez réduit, donc pas de vraie différence. C'est vraiment dans le choix des modes que vous allez gérer votre autonomie par rapport à la consommation que vous allez avoir de ces différents modes sur ces deux vélos. Deuxième point extrêmement important également que j'ai évoqué dans l'intro, les suspensions. Alors encore une fois, je le répète, mais c'est tellement vrai, c'est dans les réglages que vous allez vraiment pouvoir trouver le vélo qui vous convient, plus que dans des options qui sont, je dirais, plus d'ordre esthétique qu'autre chose. Entre une fourche 38 performance et une factory, pour moi, la différence se fait sur le réglage et non pas sur l'élément lui-même. Vous voyez, typiquement sur le wide standard, j'ai adopté des réglages beaucoup plus souples puisqu'il est destiné à Daniel, qui en voit un petit peu moins que moi dans les descentes, donc, et qui est moins lourde également. Donc j'ai fait un réglage avec Alexis, mon copain de Cycle Expresso, un réglage beaucoup plus souple, et en fait c'est tellement agréable. Ça permet vraiment d'avoir un vélo très confortable, et il n'y aurait guère que dans des gros sauts où je pourrais éventuellement aller talonner, mais honnêtement il faut déjà envoyer quand même sacrément. Donc ce réglage un peu plus souple apporte non seulement du confort, mais en plus de la traction supplémentaire, parce que la roue reste encore plus collée que d'habitude au terrain, la roue arrière, ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose d'extrêmement efficace. Que penser de cette comparaison entre ces deux Wild? D'abord, ce sont de très bons vélos. Il n'y a aucun problème, vous serez ravis avec l'un et avec l'autre. 1200 €, je trouve que ça fait vraiment cher l'option. Je crois que c'est plutôt un plaisir que je me suis permis parce que j'aime beaucoup l'esthétique de ce petit traitement Kashima qui va très bien avec cette couleur sur ce modèle-là. Sincèrement, on peut vraiment s'en passer. C'est plus dans les réglages que vous allez pouvoir réaliser sur vos suspensions. Je vous ai d'ailleurs mis quelques indications intéressantes dans la vidéo de présentation de la mise à jour des 750 watts. Et vous constaterez que c'est bien dans les réglages que vous allez pouvoir améliorer grandement le comportement de votre vélo, plus que dans une sélection d'options un petit peu coûteuses. Donc globalement, on va dire que
Le stock, le standard, à 8500 € quand même, se tire parfaitement son épingle du jeu et n'est pas complètement indispensable, loin s'en faut, d'aller mettre 1200 € de plus pour la version race, on va dire, du Wild. Petite nuance quand même, c'est vrai que ce moteur R a cette petite patate supplémentaire quand on vient, comme moi, un petit peu du monde de la moto, de l'enduro, même s'il y a très très longtemps, on retrouve quelques sensations sympas, encore plus qu'avec le CX Performance. Bon, certes, il est déjà très bien, mais on a cette petite touche supplémentaire qui peut être sympa avec le R. Un dernier mot encore, si vous avez la possibilité de trouver un Wild d'occasion chez un revendeur avec une bonne révision ou parfois même des Wild neufs des années précédentes, on trouve encore parfois du 2024, plus souvent du 2025 à des prix extrêmement intéressants. Croyez-moi, vous avez vraiment de très belles affaires à réaliser. Voilà les amis, j'espère que tout ça vous aura apporté quelques informations intéressantes. Vous aurez passé, je l'espère, encore une fois, un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit dans le monde du sport, du vélo, du ski ou du monde de l'image. Je reviens très vite vous voir. Ciao, bye.